À qui ça plaît? Qui a appris des choses aujourd'hui? Pas mal. Juste vite fait, dans la salle, qui est dev? Qui est plutôt ops? Et qui est bi? Qui est DevOps? Qui est manager? D'accord. Il y en a quand même quelques courageux qui ont levé la main. Bon, on va commencer peut-être, non? Eh bien, on va pouvoir commencer. Bon, on espère que vous avez passé déjà une très bonne journée de conférence. Et puis, on arrive pas mal à la fin de l'agenda. Et du coup, on s'était dit qu'on allait vous proposer un truc un petit peu léger, en jouant sur des métaphores. C'est un petit peu le côté gamification aussi, pour avoir une lecture différente de sujets qui pour autant restent très sérieux. Et du coup, pour enchaîner, ce qu'on vous propose, c'est de faire un talk sur Skynet versus la planète des singes. Je vous avais dit, ça serait un petit peu différent. On y va ? Allez, eh ben, on va commencer par se présenter. Alors pour ma part, je m'appelle Adrien Blin, je travaille chez Société Générale comme Thought Leader, c'est un rôle d'évangéliste pour favoriser l'adoption de nouvelles pratiques et de nouvelles technologies dans la DSI de l'entreprise. Je fais pas mal d'événements, de conférences pour partager justement des retours d'expérience, des idées, des concepts sur ces nouvelles technologies. Et puis je suis également Docker Captain. Ludovic ? Moi, c'est le plus rapide, en fait, puisque Ludovic Piot, aujourd'hui, n'a pas encore d'employeur, mais mon futur employeur a spiqué aujourd'hui. C'est un petit tips. Si vous voulez sur Twitter, deviner qui est mon futur employeur, n'hésitez pas. Mon tweet, @elpio. Voilà, donc moi, c'est Laurent Grangeau. Je suis Cloud Solution Architect chez Sogeti. Et j'accompagne les clients à migrer principalement dans le cloud avec du PaaS, du SaaS, sur tous les clouds Azure, AWS, IBM aussi, Google, et voilà. On y va ? Oui. Eh ben. Un petit Ah oui, big up. on voulait quand même faire un petit remerciement à Jérôme Petazzoni et à David Chung, qui sont des personnes qui travaillent chez Docker, qui nous ont beaucoup aidés à adresser certains des sujets de ce talk, parce que c'est des sujets qui sont très très frais, qui sont très prospectifs encore. InfraKit, qu'on vous présentera dans quelques instants, la gestion des images multi-architecture, vous verrez, c'est des choses qui sont encore très émergentes, et ils nous ont pas mal aidés à faire en sorte que ça puisse fonctionner correctement. Et merci à Triptyque aussi de nous recevoir aujourd'hui pour faire ce talk-là. Bon. Alors, donc du coup, on vous parlait d'une métaphore un petit peu décalée. Alors, Skynet et la planète des singes, du coup, je pense que c'était difficile de faire plus tordu. Skynet, tout le monde s'en souvient, Terminator? Il y a des trop jeunes ici? Non? Ça va? On commence à se faire vieux. Donc, Skynet, l'idée, c'est que on va construire, dans l'idée de ce talk tout à l'heure, une plateforme qui va se vouloir autoportante, ne dépendant de personne, la plus résiliente possible, potentiellement incassable, on verra si ça sera le cas à coup de Chaos Monkey, qui soit autonome, indépendante, et qu'on va mettre effectivement sous la pression de notre armée de singes, de notre armée de grands singes, pour essayer de voir si justement cette promesse de résilience, de scalabilité, d'autonomie va fonctionner. Allons-y. Alors la première chose, c'est que notre plateforme, on la veut vraiment agnostique. Agnostique dans le sens où, aujourd'hui, si vous voulez des plateformes pour faire tourner vos conteneurs, vous pouvez bien sûr monter un cluster de conteneurs, Swarm par exemple, ou Docker Enterprise dans vos murs. Vous pouvez aussi utiliser les offres des cloud providers, Azure Container Services par exemple, Azure Container Instances, ou les équivalents chez Amazon, chez Google. Aujourd'hui, il y a une pléthore d'offres disponibles. Mais je le disais tout à l'heure, notre Skynet, il est indépendant de la plateforme, des différents acteurs du marché. Pourquoi ça aurait de l'intérêt de faire ça? Puisque finalement, ces acteurs du marché vous proposent des plateformes clés en main dans lesquelles ils gèrent toute la scalabilité, ils gèrent l'offre, ils gèrent la résilience. Et il vous permet de ne pas avoir à gérer ça tout seul. L'intérêt, c'est que ça vous amène vers d'autres scénarios, comme par exemple l'hybridation. Ça va vous permettre de créer une plateforme unique dans laquelle vous aurez des assets dans vos propres data centers, une partie des serveurs du cluster chez vous, une autre partie, par exemple, chez des cloud providers. Ce qui veut dire que ça vous permet de créer une plateforme de conteneurs qui va être élastique, qui va avoir un pied dans vos data centers, un pied sur le cloud, et elle va pouvoir finalement être élastique, s'agrandir ou se réduire en fonction de vos besoins. Typiquement, dans des business comme le e-commerce, dans lesquels il y a des périodes de vente qui sont fortes, des effets de pic d'activité, vous allez pouvoir finalement avoir une capacité dans vos murs, l'agrandir quand ça apporte de la valeur, la retirer quand ça n'a plus d'intérêt. Et puis ça permet aussi de limiter le lock-in, parce que finalement, puisque vous n'utilisez que des capacités bas niveau, des machines, chez ces cloud providers, vous n'êtes pas dépendant de leur architecture, des API spécifiques, de toutes les spécificités de leurs produits.
Alors un petit rappel, ça c'est finalement un slide qui est apparu il y a un bon moment maintenant, on va passer rapidement dessus. C'est à l'époque où Docker 1.12 était sorti. C'était le renouveau de l'orchestration ou plutôt la nouveauté, c'était la vraie orchestration qu'on commençait à voir sur Docker. L'idée c'est de dire simplement que finalement, Docker, c'était plus juste une machine qui permettait d'héberger des conteneurs, c'était finalement une capacité logique qui reposait sur plusieurs serveurs et qui allait permettre d'héberger vos différents conteneurs, en fournissant des services transverses, comme par exemple du networking entre ces conteneurs qui étaient déployés sur les différents serveurs. Ce qui est intéressant, c'est que le système est très sécurisé par design. La communication, le fonctionnement même du cluster est chiffré et protégé. Vous pouvez aussi chiffrer le flux de vos applications de conteneur à conteneur entre des conteneurs qui sont répartis sur des machines différentes. Attention, dans ce cas-là, il y a des petites options qu'il faut activer spécifiquement pour ce faire, comme celle-ci, OPT Encrypted, quand vous créez vos réseaux en overlay pour qu'ils soient chiffrés. Mais l'intérêt de ce faire, c'est que finalement, vous n'avez pas forcément nécessité à mettre vos serveurs derrière un VPN sur des réseaux protégés. Vous pouvez potentiellement les exposer directement, puisque tout le fonctionnement même du cluster va être directement sécurisé. Alors Adrien le disait, en fait, pour monter le cluster de façon autonome, et en particulier sur des infrastructures différentes, on a différents choix. Le choix que tout le monde a en tête, enfin en tout cas que les DevOps qui ont levé la main tout à l'heure ont en tête, c'est évidemment Terraform. Est-ce que vous êtes d'accord? Terraform, c'est un bon choix? Alors ça pourrait être un bon choix. Néanmoins, ce qu'on veut, c'est que le cluster soit auto-managé. Auto-managé, ça veut dire qu'en fait, il faudrait que le Terraform en question, il tourne au sein même du cluster, et que quel que soit le nœud qui tombe, et en particulier le nœud qui porte Terraform, Terraform soit quand même capable de remonter le cluster. Donc en fait, là, on est sur des questions qui se mordent un peu la queue. Je vais le tenir comme ça. On est sur des questions qui se mordent un peu la queue de comment on orchestre, comment on fait en sorte que le nœud qui porte Terraform que Terraform soit toujours porté par un nœud qui va rester up, etc., etc. Docker aujourd'hui, en tant qu'entreprise, commence à adresser ça à travers un produit qui est encore assez frais, hein, qui est vraiment pas sec encore, qui s'appelle InfraKit, qu'on va vous présenter, qui est développé donc essentiellement par David Chung. Et donc en fait, cette démo, on l'a jouée à la DockerCon Europe il y a 2 semaines de ça. En quoi ça consiste? InfraKit, grosso modo, ça va être un produit d'orchestration, justement, qui va permettre de gérer le cluster au niveau infrastructurel, c'est-à-dire en fait de monter les nœuds qui vont porter les services de clustering. D'accord? Tout ça en autarcie. Donc globalement, en quoi ça consiste InfraKit? Ce sont des process Go, d'accord, qui sont configurés à travers des documents JSON. Et ces process Go vont faire 2 choses. Ils vont aller auditer l'état de la plateforme par rapport à un état cible qu'on leur décrit dans la configuration, d'accord? Donc, aller l'auditer directement, soit en allant attaquer les API des cloud providers, donc les API AWS, les API Google, les API Azure, etc. Soit, on le verra un petit peu plus loin, en allant directement requêter les serveurs on-premise qui sont potentiellement des nœuds du cluster. Grosso modo, comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Donc voilà la cinématique qui va nous permettre de monter le cluster Skynet. Globalement, en quoi ça consiste? On va monter d'abord un premier nœud qui s'appelle le nœud Bootstrap Instance, d'accord, qui est vraiment le nœud, on va dire la seed initiale, la graine initiale, qui va permettre d'instancier le cluster from scratch. Donc on a une petite stack CloudFormation, un petit document CloudFormation. Alors CloudFormation, c'est l'outil de provisioning en infra as code d'AWS. Là, c'est le choix qu'on a fait, mais on aurait pu faire la même chose côté GCP, on aurait pu utiliser du Terraform, etc. Globalement, en fait, ce document CloudFormation va nous permettre de monter, d'une part, l'infrastructure sous-jacente, donc tout ce qui est réseau, d'accord, et d'autre part, les droits nécessaires aux nœuds du cluster pour pouvoir interagir avec les API et procéder à du provisioning d'autres nœuds. Le premier nœud va se monter, et dans ce premier nœud, en fait, grosso modo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire le premier nœud comme étant une bête instance Ubuntu, hein, pas de problème, une instance EC2 tout à fait de base. Donc on rapatrie évidemment l'AMI Ubuntu, une AMI publique, d'accord. Et la deuxième chose qu'on lui dit, c'est que le premier script d'initiation, le user data script, qui est décrit au provisioning de l'instance, on va aller le chercher dans un dépôt Git, là en l'occurrence du GitHub, d'accord. Et ce user data script, ce qu'il va faire, c'est qu'il va provisionner InfraKit.
Donc, comment ça se passe? On provisionne l'instance Ubuntu, et une fois qu'elle s'instancie, elle va aller chercher un démon Docker sur le site web de Docker. Elle va aller chercher une image de conteneur Docker infrakit dans la registrie Docker, d'accord, et descendre tout ça sur le nœud. À partir de là, en fait, quand le conteneur infrakit va se monter, il va aller récupérer sa configuration au moment où le Docker Run va être déclenché. Il va requêter la configuration dans le dépôt GitHub, d'accord, et cette configuration va permettre à Infrakit de provisionner les nœuds suivants. Alors, les nœuds suivants, comment ils vont se provisionner? C'est simplement des nœuds, des instances AWS, d'accord, qui vont être provisionnés, sur lesquels on va descendre des Docker Engine qui vont être configurés comme des nœuds Cluster Swarm. Je ne vous fais pas la démo de la chose parce que Laurent va la faire dans quelques instants, mais globalement, ça consiste à monter un cluster Swarm tout à fait traditionnel. Okay, on peut faire la même chose côté GCP, je vais en parler dans 2 minutes. Le truc qui est intéressant, c'est qu'au niveau, de l'infrastructure, ici on a de la AWS. Tout à l'heure, on va voir qu'on peut aussi avoir du GCP. Qu'en est-il maintenant du on-prem? Parce qu'évidemment, piloter de l'infrastructure bare metal, piloter directement des serveurs, c'est bien plus compliqué que de piloter du cloud. Pour le coup, en fait, Infrakit a des fonctionnalités expérimentales qui sont sur des bases assez traditionnelles quand on fait de l'admin système, qui sont du PXE, un petit DHCP serveur pour pouvoir aller adresser ces serveurs-là, et donc aller piloter ces machines-là en SSH et en Trivial FTP à travers un bout de PXE. OK. Alors, maintenant, je vous disais à l'instant que, OK, on va avoir donc un premier morceau, un premier pan du cluster Swarm qui va être monté sur AWS. On va avoir maintenant un deuxième pan du cluster Swarm qui va se monter sur de l'IoT, des Raspberry. Pour des raisons de temps, parce qu'on a commencé un petit peu en décalé, on ne va pas vous faire voir les RASP ce soir, parce que ça nécessite une petite logistique, etc. en termes de démo. Mais croyez-nous sur parole, ou alors regardez les vidéos du même talk qui a été donné à la DockerCon. Et là, on va monter maintenant un troisième, enfin, je vous explique maintenant qu'on va monter un troisième pan du même cluster Swarm sur Google Cloud Platform. Alors, pour faire ceci, Infrakit vient sous forme de différents process Go, dont un process spécifique, d'accord, qui s'appelle le selector plugin. Et donc, globalement, vous avez la configuration sous les yeux. D'accord. Ce selector plugin, il va simplement indiquer aux différents process Go de l'Infrakit, qui sont donc répartis sur les nœuds managers du cluster Swarm, qu'il y a une partie de l'infrastructure qui est sur AWS et une autre partie de l'infrastructure qui est sur GCP. D'accord. Donc vous le voyez ici, hein, le client qui est donc la partie process Go de l'Infrakit, d'accord, va aller piloter les différentes API au sein du cluster Swarm pour derrière piloter les différentes API selon le nœud de Swarm. Si le nœud Swarm est sur AWS, il va aller piloter les API AWS. Si le nœud Swarm Infrakit est sur GCP, il va aller piloter du GCP. De façon à pouvoir, à tout moment, maintenir les 2 pans du cluster d'un côté et de l'autre. OK ? Donc globalement, la promesse d'Infrakit, et c'est ce que Laurent va vous montrer en démo dans une slide, la promesse d'Infrakit, ça va, pas trop le stress ? OK. La promesse d'Infrakit, c'est que globalement, à travers une configuration JSON, d'accord, et à travers des conteneurs Docker montés à travers le cluster Swarm, d'accord, ces différents conteneurs vont maintenir, selon qu'ils sont présents sur des nœuds AWS ou Raspberry ou on-premise ou Azure ou GCP, vont maintenir l'état du cluster pour cette partie du cluster. Donc, on va avoir différents pans qui vont être en auto-healing. Alors, on va donc avoir 2 niveaux d'auto-healing. On a le niveau de l'auto-healing au niveau cluster Swarm qui est maintenu par l'orchestration Swarm traditionnelle. J'ai un conteneur qui tombe, mon cluster Swarm le redémarre sur un nœud équivalent. D'accord ? Et puis, on a un deuxième niveau d'auto-healing qui est au niveau infrastructurel et qui, là, pour le coup, est assuré directement par les process Infrakit. OK ? Par ailleurs, dans la configuration JSON de l'Infrakit, on peut indiquer des process d'auto-scaling, c'est-à-dire que là, l'autoscaling ne va pas être porté
par les autoscaling group d'AWS ou les autoscaling sets côté Azure, par exemple, mais vont être directement portés par les process Go, qui deviennent vraiment l'orchestrateur unique de l'infrastructure et universel. T'es prêt pour la démo? Vas-y. Bah, c'est maintenant. Alors, la démo, elle va consister donc à monter le cluster Swarm, d'une part côté GCP, d'autre part côté AWS, d'accord? Et pour vous montrer qu'il est en auto-healing, on va essayer de le casser. Donc on va le monter tout de suite pour le casser juste derrière, comme ça ne nous fait pas des grosses factures de cloud. Je crois que Microsoft est parti, tout va bien. Initialement, dans ce talk, ça fait quelques fois maintenant qu'on le joue, on l'a joué la dernière fois à la DockerCon. Initialement, ce talk, on le faisait avec le Chaos Monkey, le fameux Chaos Monkey de Netflix, le père de tous les Chaos Monkey. Il se trouve que pour tout un tas de raisons, et essentiellement pour des raisons de démonstration, on n'utilise plus ce Chaos Monkey, essentiellement parce qu'en gros, les délais de destruction étaient à une granularité de 24 heures. Alors sur un talk de 40 minutes, c'est assez compliqué en fait de se dire le cluster il va mourir dans les 24 prochaines heures. La démo va durer 24 heures. Donc c'était un peu compliqué. Donc pour le coup, en fait, on a créé notre propre Chaos Monkey. Donc effectivement, on a créé notre propre Chaos Monkey basé sur une image Docker qui va killer en random sur le cluster des nœuds toutes les 3 minutes. Et on va voir que InfraKit va se charger de la résilience et du self-healing de la plateforme automatiquement. Donc je pense que vous voulez tous voir une petite démo de ce que ça fait InfraKit. Donc on va y aller. Donc, juste pour vous montrer, on a pré-provisionné le cluster avec des nœuds sur AWS, où vous voyez ici les instances qui sont présentes ici. Vous voyez les 5 instances, le fameux Bootstrap, donc qui était la première instance qui a été bootstrappée, avec InfraKit démarré dessus, et ensuite on a eu 2 managers supplémentaires et 2 workers supplémentaires. On a rajouté dessus 2 instances sur Google Platform, donc instance 1 et instance 2. Voilà. Et on se retrouve avec un cluster qui est composé de 7 nœuds. Alors ça ne se voit pas très bien, mais qui est préfixé. Donc les 2 premiers à gauche sont ceux de GCP, et les 5 à droite sont les managers de AWS. Et du coup, on va s'amuser à lancer un process qui va killer un nœud toutes les 3 minutes. On va constater la disparition du nœud, et on va prier pour qu'InfraKit remonte le nœud qui va bien. Donc la commande, elle est déjà préconfigurée ici. Alors je ne sais pas si ça, vous voyez bien ou pas du tout. Je peux agrandir, alors c'est un peu compliqué sur Windows évidemment. C'est pas un Mac. Donc on va faire ça rapidement. Voilà. Et on va lancer une image Docker sous forme de service qui va, ça marche pas, évidemment, qui va killer le nœud toutes les 3 minutes. Alors évidemment, effet démo, ça ne fonctionne pas, puisque l'image n'est pas présente. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va killer à la main, du coup. Donc on va aller sur AWS, on va prendre un nœud au hasard. Alors je ne suis pas un manager, un worker, on va prendre quelque chose au hasard, et on va terminate complètement l'instance. Donc c'est pas vraiment un stop, c'est vraiment un terminate où là je tue complètement la machine. Vous allez voir que le cluster va être désynchronisé puisque dans le visualizer vous allez voir que le nœud va être down. Vous avez une petite lumière, elle va se passer en rouge, et InfraKit va faire, voilà, donc l'avant-dernière machine est complètement killée. Et vous allez voir qu'InfraKit, qui est actuellement sur les managers, va repopper automatiquement le worker. Alors, ça prend un petit peu de temps, puisqu'effectivement, c'est le temps de détecter, etc. et compagnie. En attendant, je peux vous montrer comment, au niveau code, InfraKit fonctionne. Donc, Ludovic qui nous a présenté un petit peu la structure d'InfraKit. Et dans le code aujourd'hui, voilà comment ça se présente. Ce sont des simples fichiers de JSON où on va avoir une définition du cluster. Alors là, c'est une définition du cluster GCP AWS avec des plugins managers, donc Swarm Manager, là en l'occurrence on en a 3, des workers, ici, donc avec le plugin worker, et le fameux selector plugin où on va séparer les AWS des GCP.
Et donc le principe, c'est que ici, dans les managers et les workers, on a tapé des init scripts qui sont en fait des assets statiques qui sont sur GitHub et qui vont définir complètement le cluster. Donc la première, dans AWS par exemple, ça va être le fameux groupe .json qui va comporter les managers et les workers. Donc on a un certain nombre de variables qui récupèrent les métadatas d'AWS à l'intérieur, qui va les déclarer en variables pour derrière ensuite faire quelques manipulations. Et on a la définition des managers et des workers qui sont eux-mêmes des fichiers JSON qui vont être recompactés. Et la définition des managers, par exemple sur AWS, c'est un plugin qui s'appelle AWS EC2 Instance, qui a le rôle infrakit manager et tout ce qui est nécessaire pour bootstrapper un nœud, avec l'adresse IP locale, avec pas mal de choses. Et voilà. Donc la définition vraiment d'un nœud AWS. Alors, pendant ce temps-là, on va essayer de regarder si infrakit a détecté et a remonté un nouveau nœud. Donc, je vous rappelle que le nœud qui est sélectionné, il est terminated, et vous voyez que le nœud juste en dessous, celui-là, il est en train de s'initialiser. Donc, c'est infrakit qui a détecté sur AWS la perte d'un nœud. Donc, le nœud AWS est en train de se remonter, d'installer Docker, de récupérer toutes ces variables, et il va s'auto-enregistrer dans le cluster, puisque infrakit va garder complètement la configuration du cluster dans Swarm, ce qui inclut les IP des managers, les ports, les connexions et compagnie. Et vous allez voir que, normalement, le visualizer, si je le rafraîchis, le nœud qui était rouge, quand le nœud aura fini de booter, va redevenir vert. Voilà. Alors, juste rapidement, je vous en montrerai peut-être juste après, parce qu'on n'a pas trop de temps. On va vous parler un peu maintenant de LinuxKit. Alors, je ne sais pas qui connaît LinuxKit aujourd'hui dans l'Assemblée. Alors, personne. Si, 2-3 personnes par là. Donc, LinuxKit, en fait, c'est le principe, c'est que small is beautiful, ça veut dire que plus l'image OS est petite, plus il boot rapidement et moins on a de surface d'attaque, par exemple pour la sécurité, pour attaquer l'OS. Et le principe de LinuxKit, c'est vraiment d'avoir un OS qui est immutable. Ça veut dire qu'une fois qu'il a été démarré, qu'il a été construit, qu'on ne peut plus modifier. Si vous avez assisté au talk de Quentin l'année dernière sur l'immutabilité et les infrastructures immutables, c'est vraiment une best practice où on va plutôt détruire une instance et en recréer une autre afin de patcher l'OS, plutôt que d'appliquer un patch via des mécanismes comme Puppet, Chef ou Ansible. Et donc LinuxKit permet de faire ce genre d'OS. Et assez simplement, en fait, on va définir l'image complète dans un YAML, donc un linuxkit.yaml dans mon cas, avec l'image Docker. Donc c'est vraiment la déclaration, la ligne Docker avec le numéro de version de Docker. On va créer l'image avec l'outil open source qui s'appelle Moby maintenant, qui a changé un petit peu de nom cet été, avec un output en RAW, et on va le pousser directement dans AWS en tant qu'AMI. Comme ça, on va pouvoir bootstrapper le nœud. Et on va faire ça pour chaque cloud provider où on va avoir une image toute petite et complètement immutable. Et sur chaque cloud provider, donc que ce soit AWS, GCP ou Azure, on va pouvoir bootstrapper rapidement un OS complet avec Docker dessus et mettre en place un Docker Swarm. Alors pour les questions de cloud provider, l'injection de la clé SSH va se faire au boot start avec du namespace et ensuite il va être détruit. Par contre, il y a quelques petits problèmes. C'est que comme c'est immutable, par nature, on ne peut pas injecter ni le token de Swarm, ni les adresses IP du manager une fois que l'OS a été bindé et bootstrappé. Donc du coup, on a 3 solutions. Soit on met directement le token de Swarm dans l'image OS, mais là, c'est une faille de sécurité parce que tout le monde pourra démarrer avec le token de sécurité, ce qui n'est pas très bien. Sinon, on peut exposer via une autre commande d'infrakit le token via un file server. Donc avec un simple Docker Swarm curl, avec le token, on va pouvoir ajouter le nœud dans le cluster. Ou le mieux serait de créer un Cloud Init style pour LinuxKit, mais on perd un peu cette notion d'immutabilité. Juste avant de passer la main à Adrien, je vais juste regarder si le cluster est remonté. Je vais vous montrer que normalement le cluster Swarm, il est bon. Alors,
On a le worker qui est remonté, et on a nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nœuds. Et il y a le terminator en fait, qui a fini de télécharger sur le registry, qui est en train de killer des nœuds au fur et à mesure. Et donc on verra au fur et à mesure que le cluster se recrée. Alors à ce stade-là, finalement, on n'a pas dévoilé la promesse qu'on faisait tout à l'heure avec Skynet, puisqu'on a bien monté une plateforme. Elle permet d'offrir une plateforme d'hébergement de conteneurs reposant sur des capacités offertes par différents cloud providers, en l'occurrence d'Amazon et de GCP. Et cette plateforme, finalement, nous offre deux niveaux de résilience. L'orchestration de Docker permettant de gérer, de s'assurer que les conteneurs soient bien déployés et bien présents sur le CAS et le redéployer si des nœuds tombent. Et de façon sous-jacente, InfraKit va nous garantir que si la plateforme elle-même perd des nœuds, de nouveaux nœuds vont être construits. À noter que dans cette logique de modularité, on a dit qu'il y avait le sélecteur plugin, qu'il y avait pas mal de choses. Il existe des choses très intéressantes qui vont arriver dans peu de temps, notamment sur le mécanisme de choix d'allocation sur tel ou tel cloud provider. Parce qu'on disait que les scénarios, ça peut être l'élasticité, par exemple, mais un autre scénario qui peut être intéressant, c'est de faire de l'arbitrage. En fonction du coût des différents cloud providers, vous pourriez imaginer que le selector plugin d'InfraKit, et c'est ce sur quoi d'ailleurs travaille David en ce moment, arbitre finalement la création de nœuds ou la suppression de nœuds en fonction du modèle de pricing des ressources chez les cloud providers. Ce qui vous permettrait finalement de niveler à la baisse systématiquement vos ressources qui seraient flottantes par-dessus différents cloud providers. Et encore, ils n'ont pas prise sur vous puisque finalement toute cette orchestration, toute cette plateforme, vous la gérez en propre. Ils ne fournissent finalement que de la commodité de la machine. Mais ça, c'est dans le monde Linux uniquement. Docker, c'est né dans l'écosystème Linux, parce que finalement, Docker n'avait en quelque sorte rien inventé. Ils avaient eu l'intelligence d'inventer le concept du conteneur. Ils avaient pris des pièces technologiques qui existaient, l'isolation des processus sur le noyau, les systèmes de fichiers copy and write, mais eux, ils ont inventé le concept du conteneur, une API, une façon élégante d'expliquer ce concept et de le manipuler, en utilisant des pièces technologiques qui existaient déjà. Et puis finalement, ça a séduit tellement de monde que ce concept du conteneur et de la façon de le manipuler, la CLI de Docker notamment, finalement a fait des émules. On a vu émerger de nouvelles types de plateformes pouvant accueillir des conteneurs. Les plateformes ARM pour des systèmes d'exploitation toujours Linux, ça c'était ce qu'il y avait de plus facile à faire comme shift. On a commencé à voir Docker être porté sur des plateformes ARM. Alors ça, c'est intéressant pour différents scénarios. Pour faire de l'IoT, bien sûr, ça peut être utile parce que finalement, ça vous permet de créer vraiment une abstraction entre votre couche matérielle et les assets applicatifs que vous allez déployer dessus. Mais ça peut aussi être intéressant dans les data centers. Parce que x86 est roi, certes, mais aujourd'hui, on commence tout doucement à voir arriver de nouveaux types de ressources dans les data centers, des serveurs avec des cœurs ARM. Alors, unitairement, ces serveurs, ils ont des cœurs très peu performants, mais ce qui est intéressant, c'est la densité de cœurs que vous allez pouvoir mettre dans une quantité de place très limitée. Et le rendement énergétique que vous allez avoir. Parce que finalement, ces petits serveurs, ils suffisent très largement pour des frontaux, pour des caches, pour des tas de petits scénarios qui ont beaucoup de sens. Et donc, du coup, finalement, on voit le paysage s'agrandir. Il y a Windows aussi. Docker s'est mis à être disponible sur les plateformes Windows au travers des conteneurs Windows pour Docker et des conteneurs Hyper-V également. Donc finalement, on retrouve le même paradigme sur des plateformes éparses. Mais l'idée, c'est que finalement, votre application, l'intérêt, c'est qu'elle puisse leverager sur les meilleures technologies pour chacun des cas d'usage que vous utilisez. Par exemple, vous pourriez imaginer vous dire, mes frontaux, finalement, ils servent du contenu statique, je n'ai pas besoin de ressources très puissantes. Des frontaux sur des serveurs ARM feraient très largement le travail. Vous pouvez avoir des éléments de code codés en .NET que vous voudriez avoir sur des plateformes Windows. Vous pourriez avoir des éléments à déployer sur des plateformes de type Linux, et donc utiliser des conteneurs Linux. Mais votre application, elle ne se résume pas à un conteneur. C'est une topologie faite de multiples conteneurs, et dont vous allez finalement pouvoir utiliser les différentes technologies au cas par cas. L'intérêt, c'est que finalement, le compose file qui est devenu finalement les Docker Stack, cette capacité à définir la topologie de votre application, vous allez pouvoir définir une stack d'applications qui repose sur des composants qui eux-mêmes reposent sur du Linux, sur du Windows, sur du x86, sur de l'ARM, pour profiter du meilleur de chacune de ces technologies et profiter au mieux de celle-ci. Alors, si on en revient à notre histoire, là, parce qu'on avait dit qu'on allait partir sur quelque chose d'un petit peu différent pour créer un peu de légèreté, on parlait de Skynet. Alors Skynet, on l'a vu, c'est finalement notre plateforme, elle est autonome, on a vu qu'elle reposait juste sur des capacités des cloud providers, mais c'est finalement juste les machines virtuelles, parce que l'orchestration de Docker allait gérer toute la partie fonctionnement du cluster Docker. InfraKit allait gérer la résilience et le provisioning de ce cluster au travers de ces différents cloud vendors. Donc on est très autonome jusque-là.
Mais Skynet, ça va de pair avec Terminator. Et là, on n'est que dans le cloud, finalement. On n'en sort pas. Alors finalement, on s'est dit, dans notre plateforme, on va y rajouter des devices sur des plateformes ARM. Alors pour le modéliser, on a tout simplement utilisé des petits Raspberry Pi, tout simplement. L'idée, c'était de se dire, finalement, Skynet et Terminator, c'est un tandem. Dans Skynet, j'ai le cerveau. Je vais avoir du stockage, de la mémoire, je vais avoir éventuellement des capacités de traitement, d'intelligence, que je vais poser sur cette plateforme. Mais je vais aussi avoir des ramifications sur des devices physiques, réels, les fameux Terminator. Nous, dans notre concept, ces petits Raspberry, on peut les montrer un petit peu après, mais on voulait aller un petit peu plus vite pour ce talk. En fait, finalement, c'est des Raspberry avec d'une part un capteur de mouvement, qui finalement détecte la présence d'une cible qu'il va vouloir agresser. Il y a des petites LED qui finalement simulent un acte, une action, aller tirer sur un ennemi, par exemple, dans notre métaphore. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire que ces Terminators, ils n'ont aucun intérêt pris isolément les uns des autres. Il faut qu'ils puissent se parler. Et l'idée, c'est que finalement, chacun va prendre connaissance d'un événement. Par exemple, si je passe la main devant un des capteurs, l'idée, c'est qu'ils le disent à la plateforme au global pour qu'elle en informe tous les devices, pour qu'ils puissent agir, réagir en fonction de cet événement. Par exemple, venir tous se reposer pour attaquer la même cible, par exemple, dans cette illustration. Et donc, ça veut dire qu'on a du code sur du x86, ça veut dire qu'on a du code sur nos Raspberry. Et finalement, on a deux types de choses. Aujourd'hui, le cerveau de Skynet, pour l'illustrer de façon très simpliste, on a dit que ça allait être simplement une plateforme consul, un stockage de clés-valeurs. Il va simplement se contenter d'aller stocker finalement les événements envoyés par les devices Raspberry. Et donc, finalement, il est dépositeur de la mémoire, et nos devices, eux, finalement, ils vont avoir les capteurs, ils vont remonter à cette mémoire les événements, et ils vont redescendre des actions en conséquence. Mais ça nous amène à poser un nouveau problème. C'est la question des images multi-architecture. Parce que finalement, dans le temps, Docker fonctionnait que sur Linux, puis finalement, on l'a vu, il a commencé à faire du Linux pour différents types de plateformes matérielles, mais il a aussi commencé à s'ouvrir pour Windows, et l'un des premiers reflets de tout ça, ça a été qu'en janvier 2016, la registry, le Docker Hub, qui permet de stocker les images, s'est ouvert pour pouvoir stocker des images pour ces différents types de plateformes. Alors ça, c'est arrivé il y a un moment, mais le problème, c'est que ce n'était pas encore très clair du point de vue des utilisateurs. Comment faire la différence entre une image, par exemple, de notre consul qui était utilisée pour des serveurs x86 d'un côté, et des images pour consul faites pour des plateformes ARM. Alors il fallait essayer de trouver dans le nom quand le gars voulait bien avoir un nom un peu explicite. On pouvait aller fouiller dans la registry, mais ce n'était pas très évident. Mais dans tous les cas, le problème, c'est que du coup, votre topologie et tout ce que vous faisiez était très dépendant de l'architecture. C'est-à-dire que vous étiez obligé explicitement de dire j'utilise telle ou telle image en fonction que vous vouliez spawner, par exemple, votre plateforme sur l'une ou l'autre de ces architectures. Mon cerveau là, de Skynet, mon cluster consul, je veux à la fois qu'il ait des nœuds dans le cloud, mais j'en veux aussi, pourquoi pas, sur mes petits terminators. L'idée, c'est qu'après, finalement, si on atomise tous les data centers de la planète, la mémoire, elle sera finalement décentralisée et elle continuera à exister sur mes petits Raspberry. Mais pour ça, le problème, c'est que j'étais très dépendant du nom de ces images. Et donc, du coup, les manifest lists sont arrivés. Les manifest lists, c'est des sortes de méta-images, finalement, tu peux avancer, c'est des sortes de méta-images qui vont permettre, finalement, de référencer sous un nom unique plusieurs véritables images associées à des plateformes différentes. Donc, le problème, c'est que la registry, le hub de Docker, permet de stocker ces images différentes, il permet de stocker ces espèces de méta-images, les manifest lists, mais la question, c'est comment je les génère, comment j'interagis avec, comment je les fais fonctionner. Aujourd'hui, ce n'est pas nativement fourni dans Docker. Et il y a un des Docker Captain qui s'appelle PhilSS, qui a fabriqué un petit outil qui s'appelle le Manifest Tool. Alors, il a une première fonctionnalité sur laquelle on va passer très rapidement, qui permet d'aller obtenir des informations de ce qui se passe sur le hub. Sur la petite ligne de commande que j'ai mis ici, finalement, ce petit outil, le Manifest Tool, permet d'aller demander au hub des informations relatives à une image qui est celle de RPI Consul, qui est une image finalement Docker de Consul pour des plateformes de type ARM. Et on voit effectivement que j'ai une information qui me précise que c'est bien pour plateforme ARM. Mais si on va plus loin, parce que là, finalement, on n'a pas fait grand-chose de nouveau, je vais pouvoir faire quelque chose de nouveau. Je vais pouvoir écrire un petit fichier YAML qui va définir ce que c'est cette manifest list. En gros, qui va dire, sous le nom, en l'occurrence, Adrien Blin Consul, avec le tag latest, je vais référencer plusieurs images concrètes derrière. J'en référence une première qui est l'image Consul AMD64, et j'en référence une deuxième qui est pour architecture ARM, en précisant effectivement pour chacune l'architecture pour laquelle elle est disponible.
Et ensuite, j'utilise ce fameux outil, le Manifest Tools, pour aller uploader sur le hub cette manifest list, cette espèce de méta-image qui n'est qu'un ensemble de pointeurs vers des images concrètes qui existent déjà sur le hub. Donc une fois que j'ai passé cette petite commande, j'ai finalement généré sur le hub une nouvelle image. En fait, ce n'est que virtuel, elle apparaît, elle est listée, mais derrière, ce n'est pas une image, elle contient juste des pointeurs. Et d'ailleurs, si j'utilise ce petit outil, le Manifest Tool, pour lui dire, bah, tiens, qu'est-ce que c'est que cette image, un petit peu comme je le faisais tout à l'heure sur une image concrète, bah, je vois que cette fois-ci, il me dit, tiens, cette image, en fait, elle référence deux manifestes distincts. Le premier, c'était mon image pour architecture AMD, 64, et la deuxième pour architecture ARM. Et donc, ce faisant, j'ai bien un nom unique qui va me permettre de référencer plusieurs technologies. Maintenant, à quoi ça peut me servir? Je disais que Consul, dans ma petite métaphore, Consul, c'était un petit peu le cerveau de Skynet, et que je voulais en mettre sur le cloud, sur la plateforme qu'on évoquait tout à l'heure, mais j'en veux aussi sur mes ramifications, sur mes petits devices physiques. Ben, en fait, maintenant, ça devient très simple. J'ai juste une commande très simple à passer, qui est le Docker Service Create, pour dire je crée un nouveau service au sens Docker, avec plusieurs réplicas. Dans cet exemple, j'en ai créé 3. Je dis que je veux 3 conteneurs afférents à ce service sur mon cluster. Sauf que mon cluster, il est fait de nœuds sur architecture ARM et sur des nœuds de type architecture x86. On voit bien que j'ai qu'une seule image qui est référencée, mais en fait, ce n'est pas vraiment la même image, c'est ma manifest list qui, elle, pointe vers des images techniques. Et là où ça devient intéressant, c'est que j'ai démarré une image Consul qui est déployée en plusieurs instances, mais certaines de ces instances sont sur des architectures x86 et d'autres sur des architectures de type ARM. Donc je n'ai plus besoin de spécifier explicitement le nom de l'image que je veux utiliser au cas par cas. Alors ça, c'est pour temporiser, parce qu'il y a une pull request qui est dans les tuyaux, la numéro 138 là, de Christy Pérez. Et Christy Pérez, en fait, est en train de faire valider de nouvelles commandes qui vont arriver dans Docker pour ne plus avoir utilisé ce petit outil Manifest List qui va permettre finalement directement, nativement, dans la CLI de Docker, de pouvoir définir des manifest lists, les exposer, les pusher sur le hub et les exploiter tout simplement, pour ne plus avoir à utiliser d'outils tiers. Et donc, je suis bien cross-platform avec la capacité d'avoir finalement un même service qui tourne sur des architectures diverses et variées en fonction de mes besoins. Alors, conclusion, finalement, si on fait un petit mash-up, on a parcouru des technos très éparses. On a essayé de synthétiser tout ça, finalement, dans une histoire qui faisait un petit peu fil rouge autour de tout ça. Qu'est-ce qui est intéressant de retenir? InfraKit va nous permettre d'orchestrer, de provisionner et d'assurer la résilience du cluster lui-même, non pas des conteneurs, mais des serveurs sous-jacents à celle-ci. Ça, c'est un point très intéressant. Ça va nous permettre, entre autres, d'être agnostique vis-à-vis des cloud providers et de pouvoir arbitrer comment on veut placer nos ressources selon différentes clés, des clés de répartition, 20, 30% ou je ne sais quoi, ou alors en fonction de modèles de pricing, etc. etc. Et vu que c'est un modèle très extensif, il est possible de définir de nouveaux plugins. LinuxKit va nous permettre de pouvoir créer finalement des appliances virtuelles, des mini-OS qui ne servent qu'à une chose finalement, uniquement avoir des systèmes d'exploitation qui permettent de faire tourner Docker. Les images multi-architecture, on les a vues, elles vont nous permettre finalement de pouvoir déployer des images au travers de plateformes très différentes. Et puis finalement, quand on met tout ça bout à bout, Docker, ce n'est plus seulement que le paradigme du conteneur tel qu'il était au début. C'est toute cette idée d'automatisation, de capacité à déployer sur des plateformes variées, aujourd'hui sur des serveurs Linux, Windows, ARM et demain sur de l'IoT et sur plein d'autres choses. Il y a de nouveaux use cases qui sont pas mal en train d'émerger autour de ça. Et puis voilà, alors on a fait l'impasse sur un petit point, c'est le stockage. Le stockage, la persistance, c'est un point qu'on n'a pas exploité parce qu'il est encore plus jeune. Et la problématique de stockage, elle fait appel à des enjeux de persistance, et ça, pour le coup, c'est encore tout un challenge en tant que tel. Pour terminer, si on reboucle avec notre métaphore une dernière fois, si on remplace nos gentils petits Raspberry Pi avec le petit capteur de mouvement et des petites LED, et on le remplace par des robots comme ceux-là, ça c'est des robots de Boston Dynamics, je crois, qui font des vrais robots aujourd'hui qui sont sponsorisés, je crois, par l'armée américaine, il me semble. Si on mélange ça avec les principes laws, cette idée de créer des armes autonomes, aujourd'hui, il y a réellement des gens qui planchent là-dessus, il y a réellement des entreprises qui commencent à fabriquer des armes autonomes.
Si on met du réseau décentralisé pour ne plus être tributaire de l'une ou l'autre chose, et là aussi il y a des gens qui planchent là-dessus, bah finalement, ces concepts, on remplace par des pièces un petit peu plus industrialisées, un peu plus abouties, et Skynet, il n'est pas loin d'arriver pour de vrai, avec des vrais terminateurs au bout. Ça sera un peu la conclusion de ce talk, on espère que vous l'avez apprécié. Pour terminer, je voudrais juste faire un petit exercice, on va faire un petit rôti. Tout le monde sait ce que c'est un rôti? Ouais. Rôti, Return on Time Invested, l'idée c'est que je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous levez une main. Tout le monde va jouer le jeu. L'idée c'est que comme ça, tout le monde vote en son âme et conscience et en regardant pas ce que fait le voisin, sinon ça crée des biais. Et puis l'idée c'est simplement qu'on prenne une petite photo, nous ça nous permettra de situer un petit peu l'ambiance, l'intérêt que pouvait avoir la salle. Alors c'est très simple. 1 sur 5, c'est que Santa Barbara, ça avait beaucoup plus de valeur que nous écouter aujourd'hui. Et vous avez le droit de le dire. Ça apporte de la valeur de nous le faire savoir. 5, c'était peut-être le truc à pas rater aujourd'hui. Allez, je compte jusqu'à 3. Vous êtes fatigués. Hein. Allez. C'est presque terminé. Courage. Allez. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Très bonne... Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Et puis merci à Triptyque encore de nous avoir invités pour cette édition du DevOps D-Day.